Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour le renforcement des liens franco-belges qui me réjouissent. Donc effectivement, j'ai fait une recherche qui a été publiée sous ce titre « Le management désincarné ». J'aurais aimé que ça s'appelle les cadres du capitalisme, avec le double sens du mot cadre. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le mot cadre en Belgique, parce que c'est un mot c'est très français en fait. Hein, c'est une catégorie administrative qui n'est pas du tout une catégorie sociologique, mais bon, qu'importe. Voilà, l'idée c'était d'essayer de rendre compte de ce qui me semble être un fait social saillant, qui est que le management aujourd'hui a une caractéristique principale, c'est qu'il est organisé avec des dispositifs. Alors c'est un mot que j'emprunte à Foucault, à Gamben et Valérie Boussard aussi qui l'a repris. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne sais pas, pardon, dans cette salle, qui sont ceux qui avaient l'expérience du travail dans des grandes organisations publiques ou privées. Vous êtes nombreux ? Quelques-uns ? Ouais. Au pire, comme consommateur ou usager, vous en avez aussi l'expérience. Alors, la première hypothèse, puis on la discutera avant que je poursuive, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le travail humain, qu'il soit celui des travailleurs ou même celui des consommateurs, est de plus en plus encadré par des dispositifs. Des dispositifs, c'est-à-dire des choses et non pas des gens. Mais attention, ce sont des choses faites par des gens. Alors, pour rendre les choses un peu concrètes, les dispositifs, c'est quand on se promène dans les différentes organisations, encore une fois, qu'elles soient publiques ou privées. Pardon, mes terrains sont en France, hein, ils ne sont pas belges, donc vous me direz s'il y a des écarts avec la Belgique. Ce sont donc, on pourrait les classer en 3 grandes catégories. Les premiers types de dispositifs, c'est les dispositifs qui vous disent quoi faire. Alors, le quoi faire, c'est très souvent des chiffres. Et je crois qu'ici, des gens y sont sensibles. Quoi faire, c'est il faut faire tant de ventes, réduire le taux de panne de temps, fidéliser tant de clients, faire tant d'entretiens dans un service social par heure, faire un turnover de lits dans les hôpitaux de temps. Voilà, donc on peut multiplier les exemples. Dans tous les milieux de travail, on trouve aujourd'hui des dispositifs qui vous donnent des objectifs à atteindre qui sont quantitatifs, même quand ils sont qualitatifs, hein, puisque maintenant la qualité a été quantifiée. Donc voilà, il faut qu'il y ait tel taux de satisfaction, il faut qu'il y ait tel niveau de qualité mesuré par des... Voilà. Alors, ça, c'est les objectifs de finalité. En gros, on pourrait appeler ça le management par les objectifs. C'est une vieille technique de management qui date des années 30, qui a été popularisée par Peter Drucker plus tard dans les années 40, 50, et qui est devenue une façon assez classique d'encadrer le travail. On dit à chacun, si tu n'atteins pas ces objectifs, ça va mal aller. Tu vas perdre tes subventions, tu vas perdre tes crédits. Ton crédit dans les 2 sens du terme, hein, le crédit financier et puis même le crédit symbolique, hein, ce que tu vaux, quoi. Et puis on trouve aussi dans toutes ces organisations, quelles qu'elles soient, de manière frappante, avec une régularité que les sociologues aiment bien, des dispositifs de procédés. C'est-à-dire des dispositifs qui vous disent comment le faire. Alors c'est vieux comme le monde et c'est très heureux. Hein, ce sont tous les protocoles, les dispositifs, les procédés, les procédures qui maintenant sont de plus en plus noués ou intégrés dans les systèmes d'information. Ceux qui travaillent dans les grandes organisations, je prends le pari que beaucoup d'entre vous connaissez ce que c'est qu'un ERP, par exemple. SAP ou Oracle, non, ça vous dit rien ? Oui, monsieur. Bon, en tout cas, ce sont des progiciels ou des logiciels qui mettent le travailleur face à un écran, et cet écran lui dit par quelles étapes il doit passer pour traiter un dossier, pour recevoir un client, pour traiter un malade, pour prendre quelqu'un en crèche. Voilà, c'est-à-dire qu'il vous donne des chemins, si vous voulez, hein, pour faire le travail. On peut noter à ce stade-là que les objectifs de finalité ne sont pas toujours cohérents avec les dispositifs de procédés. Par exemple, hein, ce qu'on voit beaucoup dans les enquêtes sur le travail, c'est que beaucoup de ces dispositifs par procédé ralentissent ou rendent maladroit l'atteinte de l'objectif. Donc on dit, il faut faire des ventes, mais je dois passer par un logiciel qui m'empêche de faire la vente. Voilà, donc ça peut arriver, c'est pas systématique, mais ça peut arriver qu'il y ait une discordance entre l'objectif qu'on vous dit d'atteindre et puis en gros ce qui est à la fois un outil et un outil de contrôle, hein, de votre travail, des dispositifs de procédés.
Et puis, ce qui est très frappant aussi, c'est que dans toutes les organisations que j'ai pu étudier, j'ai beaucoup vu d'organisations très très diverses, encore une fois publiques et privées. Si vous voulez, on reviendra sur la méthodologie, c'est important. On retrouve dans ces organisations toujours les mêmes types de discours qu'on pourrait synthétiser sous l'expression change management ou conduite du changement. Il faut conduire le changement. Alors en France, il paraît que nous sommes des Gaulois rétifs au changement, mais manifestement, c'est pas qu'en France. La question de la conduite du changement, c'est intéressant cette expression conduite du changement. On conduit quel changement, dans l'intérêt de qui? Bon, tout ça n'est pas dit dans la phrase. En tout état de cause, vous trouvez dans de nombreuses organisations des dispositifs qui visent à faire en sorte que les travailleurs et les consommateurs ou les usagers dans le cas du service public se conforment aux objectifs de finalité et aux objectifs de procédé. C'est-à-dire qu'ils utilisent les procédures, les procédés, les systèmes d'information, etc., en vue d'atteindre l'objectif qu'on leur a donné. Notez que s'il y a besoin de payer des gens, assez cher d'ailleurs, pour qu'ils conduisent ce changement, c'est sans doute que ça ne va pas de soi et que donc il y a des résistances et que c'est intéressant de penser pourquoi est-ce que des travailleurs sociaux, des médecins, des employés de banque, des employés de supermarchés ou autres ne se précipitent pas sur les dispositifs de procédés et de finalité. Qu'est-ce qui se passe là qui fait qu'ils ont tendance à résister? Alors les dispositifs que j'ai appelés donc d'enrôlement, c'est-à-dire enrôlement au sens littéral, qui vise à ce que travailleurs et consommateurs jouent le rôle qu'on attend d'eux. En gros, passe par la séduction. Ça va être formidable, c'est moderne, c'est la performance, c'est l'excellence. Enfin, tout ce discours que John a dû vous détailler précédemment dans la novlangue managériale. Donc des choses qui vous incitent à le faire. Ça va être le bonheur. Maintenant, c'est la question. Le bonheur est devenu le nouveau argument principal au travail, ce qui est étonnant à un moment où on n'a jamais autant parlé de difficultés psychiques au travail. Bref, des arguments de séduction, on va dire, un peu publicitaires, que ce soit vis-à-vis du consommateur ou de l'usager, ou vis-à-vis des travailleurs. Si ça ne marche pas, alors on voit dans toutes ces organisations des dispositifs qu'on appelle pédagogiques, je mets des guillemets exprès, qui sont un petit peu condescendants, un petit peu paternalistes, en disant les gens ne comprennent pas, on va leur expliquer. On va leur expliquer à quel point c'est pour leur bien d'utiliser ces dispositifs. Et puis évidemment, si ça ne marche pas, il reste les deux bons procédés que nous connaissons depuis très très longtemps, tous, depuis que nous sommes enfants. Je les cite, la carotte et le bâton. C'est-à-dire la promotion, la prime, etc. Ou la menace de non-titularisation, de non-renouvellement des contrats, ou même parfois de placardisation, voire de licenciement. Donc on trouve ces dispositifs de conduite du changement entre guillemets dans à peu près toutes les organisations, les grosses organisations publiques et privées. Une petite parenthèse, cette recherche porte effectivement uniquement sur les grandes organisations, pas sur les PME ou les TPE, enfin pas sur les petites ou moyennes entreprises, qui me semblent relever peut-être d'une autre logique, parce que précisément là il y a des rapports directs plus francs et plus nécessaires entre à la fois les propriétaires du capital, les managers et ceux qui font le travail productif. Alors, je suis partie de ce constat-là sur le fait que de plus en plus, le management donc, se faisait via des dispositifs. On pourrait dire donc c'est un management désincarné, puisque l'être humain que nous sommes se trouve face à des choses qui lui disent quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Les trois types de dispositifs. Est-ce que ce constat croise un peu votre expérience de travailleur et de consommateur ? Assurément, dit le monsieur. Les autres sont plus dubitatifs, peut-être. Je vais prendre un exemple en tant que consommateur que nous avons tous. Aujourd'hui, pour prendre un train ou un avion, nous devons faire nous-mêmes le travail d'édition du ticket, à la fois de recherche du tarif, de l'horaire, etc. sur Internet. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez pas de connexion, si vous ne savez pas lire la langue qui est utilisée pour acheter ce billet, ou si tout simplement vous n'avez pas d'imprimante, bêtement, ou ce genre de choses, ou de smartphone, vous êtes en difficulté. Mais bon, on fait l'hypothèse que tout le monde en a. Et vous voyez bien que quand on essaye d'acheter un billet de transport, nous sommes face à un dispositif qui fait que quand on cherche quelque chose d'assez banal et d'assez simple, tout se passe bien, n'est-ce pas ? Mais dès que ça ne marche pas,
parce qu'on veut quelque chose de spécifique ou parce qu'on veut modifier quelque chose qu'on avait mis. En fait, non, je voyage pas avec quelqu'un qui a un tarif réduit, mais finalement, ça va être quelqu'un qui a un tarif pas réduit, ou je veux rajouter un chat. Bref, ça devient très compliqué. Ce qui montre que quand on a affaire à des dispositifs, on pourrait dire que ce qui est avantageux dans le dispositif, c'est que ça rationalise, ça routinise, ça permet d'aller vite, mais que dès que notre demande ou dès que le réel est un peu différent de ce qui est prévu dans le dispositif, ça coince. Ça rend les choses difficiles. Et ce qui exprime parfaitement ce management par dispositif, c'est cet acte tout simple qui est que lorsque nous nous mettons à insulter notre écran. Ça vous est arrivé, je vois aussi. Parfois même, on donne une petite claque. Qu'est-ce qui se joue là ? C'est drôle. Pourquoi c'est drôle ? Parce que ça exprime parfaitement un fait social, à mon avis, c'est le fait qu'il y a un rapport social. Là, dans un rapport social de consommation, typiquement, mais ça peut être aussi un rapport social salarial quand vous êtes travailleur, mais sans relation. C'est-à-dire que la caractéristique du management par les dispositifs, c'est que c'est un rapport social sans relation sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier, on ne peut pas assouplir, on ne peut pas, je dirais, mettre un peu d'intelligence au moment où ça se passe. Au moment où, par exemple, je suis assistante sociale, je reçois quelqu'un, mon logiciel me dit de cocher des cases sur est-ce que j'ai bien parlé du logement, de la santé, des enfants, etc. Puis en fait, l'entretien prend une autre tournure, on s'aperçoit que c'est pas ça le problème. D'ailleurs, c'est un problème plus général qui peut pas se scinder en petites cases comme ça. Mais quand même, moi, je dois cocher mes cases, sinon on va m'enlever les subsides. Eh bien, ça, c'est pas prévu. Et donc, ça oblige chacun de nous, travailleurs et consommateurs, à travailler avec des dispositifs, on va dire, standardisés, face à des cas toujours singuliers, parce que la vie est toujours singulière, les choses sont toujours avec des creux et des bosses qui ne sont pas toujours prévus par les dispositifs, même s'ils sont parfois très, très intelligemment élaborés. Hein. C'est pas ça que je mets en cause, mais c'est cette difficulté de faire rentrer le réel dans des dispositifs qui prévoient des cas généraux, des clients types, des travailleurs singuliers, absolument normalisés, des situations standards. Voilà, je suis sûre que chacun de vous a connu ça lorsque son billet de transport ne rentrait pas exactement dans les cases et que vous avez passé des heures à essayer de démêler l'affaire en appelant des répondeurs téléphoniques qui vous renvoient sur des dispositifs eux-mêmes. Hein. Vous appelez, on vous renvoie au site internet qui vous renvoie. Bon. Ça vous parle un peu plus hein, quand je parle des consommateurs ? Parce que vous voyez, quand je parle des dispositifs pour les travailleurs et les consommateurs, ce qui vous arrive en tant que consommateur ou en tant qu'usager du service public arrive aussi aux travailleurs qui ont de plus en plus affaire à des dispositifs. Alors, si on dit ça, bon, ça sera un premier constat. Ce qui est intéressant, c'est quand on va donc écouter les travailleurs qui doivent travailler avec ces dispositifs, ce qui ressort très très clairement, si on fait ce que j'appelle une sociologie de la critique, c'est-à-dire d'écouter la critique sociale qui est adressée à ce à ce fait social, si vous voulez. Hein. J'emprunte le terme évidemment à Luc Boltanski. Une sociologie de la critique, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que disent les travailleurs qui ont affaire à ces dispositifs ? Alors, je vais être très, très brève là-dessus parce que c'est pas l'essentiel de la recherche, mais ce qui ressort très nettement, moi j'ai fait à peu près 80 entretiens auprès de ces travailleurs dans diverses organisations, c'est qu'ils vous disent d'abord, ça marche pas bien. C'est-à-dire que on est obligé de contourner le dispositif pour faire rentrer le réel dans la situation, et ça nous prend encore plus de temps. On perd beaucoup de temps en fait. Et puis c'est pas très adroit en fait. Donc on perd du temps, on maltraite un peu la personne parfois, et en plus on répond mal qualitativement à la demande. Donc beaucoup sont assez critiques sur ces dispositifs en disant c'est pas performant. On fait ça au nom de la performance, mais c'est pas très très performant quoi. Et puis surtout ils vous disent ça rend fou quoi. C'est-à-dire, alors c'est une expression qu'on appelle indigène en sociologie, c'est une expression qui est sortie comme ça, qu'on peut entendre quand même sérieusement en disant qu'est-ce que ça veut dire devenir fou ? Ça veut dire que ça ne fait pas sens ou que c'est mauvais pour la santé psychique ou que quoi. Et donc il vous explique effectivement que ce management par les dispositifs, notamment dans les cas où ils sont mal conçus par rapport au réel qui se présente, et c'est très très net dans la santé et le social en particulier, eh bien, c'est une difficulté de métier extrêmement forte. Hein. C'est fatigant, c'est épuisant, ça oblige à ravaler parfois de questions éthiques. Hein. Bon, donc,
en résumé, pour aller très vite, puisqu'on a peu de temps, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, ces dispositifs, si on écoute ceux qui ont à les utiliser, vous disent, ça joint l'inutile au désagréable. Ça marche pas, et ça nous coûte cher, nous, travailleurs, de bosser avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui disent ça, ce ne sont pas uniquement, je dirais, ceux qui sont tout en bas, les classes sociales les plus basses dans le champ du travail. Non, c'est aussi ceux qui sont tout en haut. C'est très très fréquent d'entendre des gens qui sont assez haut placés dans des directions des ressources humaines, par exemple, vous dire oh là là, la procédure budgétaire, c'est un cauchemar, il faut qu'on remplisse 15 000 tableaux, c'est pas logique, leurs cases, etc. Vraiment, ce contrôle de gestion, c'est n'importe quoi, on perd du temps, c'est pas efficace, ça nous rend fous. Donc ils le disent aussi. Et puis le contrôleur de gestion, il vous dira oh là là, la procédure RH sur l'évaluation, mais quel cauchemar, on est obligé de recevoir tous les... Bon. Je vois que madame fait comme ça, donc ça parle à certains d'entre vous qui connaissez les grandes organisations. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on travaille avec un dispositif qui est fait par quelqu'un d'autre, généralement, c'est vécu comme peu performant et en plus très désagréable, voire même pathogène. Donc, ça joint effectivement l'inutile au désagréable. Alors, évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment comprendre l'explosion, le développement, la diffusion de ces dispositifs, alors même qu'il y a une critique sociale assez forte. On pourrait dire, on arrête. Ça marche pas, c'est pas bon pour la santé, on arrête. Or, non, ces dispositifs se développent de plus en plus, ce qui signifie qu'il faut aller chercher des causes sociales ailleurs que dans simplement, j'allais dire, le bon sens ou la question de la réception de ces dispositifs. Ça va, je vais pas trop vite parce qu'il est tard. Bon, ça va. Ça croise un peu ce que vous connaissez ou pas, de vous qui êtes des travailleurs et peut-être des consommateurs, ouais. Ouais. Enfin, si je vous pose la question, c'est que n'hésitez pas à prendre la parole. On n'est pas obligé de faire le débat juste à la fin. On peut aussi la faire. Alors, évidemment, il y a mille et une façons d'échapper à ces dispositifs. Il y a des formes de résistance, souvent assez secrètes, discrètes. Voilà, alors les plus connus, qui ont été beaucoup décrits en sociologie du travail, ou même en ergonomie ou en psycho du travail, c'est on triche. On triche sur les chiffres. On nous demande de faire chaque année beaucoup plus avec beaucoup moins. On va arranger le budget pour que ça ait l'air de... Il y a la direction qualité ou le comité qualité qui va faire une évaluation de la qualité de notre travail ou de notre lieu de vie ou autre. Eh bien, on va vite reprendre les murs, on va cacher la misère, on va faire en sorte d'avoir une bonne note, si vous voulez. Voilà. D'autres sont un peu plus virulents. J'ai assisté, mais c'est quand même assez sporadique, à quelques mouvements de grève assez locaux, très localisés, en disant on ne veut pas de ce système d'information, ou de cette procédure, ou de cette modalité d'évaluation, etc. Donc il y a des résistances quand même locales qui existent. Vous en avez d'autres, ça c'est peut-être, j'ai pas quantifié, mais enfin c'est une attitude que j'ai beaucoup observée aussi. C'est une attitude, vous savez, qui s'inspire du livre de Melville qui s'appelle Bartleby, je sais pas si vous connaissez, qui est l'histoire d'un clerc de notaire à qui on demande de faire des choses et très souvent il répond I prefer not to, qu'on pourrait traduire par je préférerais ne pas. Voilà. Il dit pas non, mais I prefer not to. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui préfèrent not to, si je puis dire, ne pas utiliser le dispositif et qui essayent, mais souvent ils sont rattrapés par la puissance et la force hiérarchique du dispositif. Donc pendant un temps, ils essayent de ne pas passer par ces dispositifs. Bon voilà, il y a un certain nombre de contournements, y compris ludiques. Certains en font un jeu. Alors ça, c'est peut-être une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Ils disent, vous voulez que je fasse du chiffre ? Vous allez voir, je vais exploser les scores. Donc tout d'un coup, le chiffre devient le but du travail et non plus ce qu'on est en train de faire. Vous voyez tout ce que ça peut poser comme question, notamment dans le service public, lorsqu'on cherche à faire du chiffre à tout prix sans porter d'attention à ce qu'on est en train de faire au réel, que ce soit face à des demandeurs d'emploi, à des patients, à des enfants, à des handicapés, etc. Ou dans le champ plus marchand et capitalistique, que ce soit dans un supermarché, dans une banque, dans une compagnie aérienne ou dans le traitement des ordures. Si on cherche absolument à atteindre des chiffres, on oublie petit à petit ce qu'on est en train de faire en atteignant ce chiffre. Mais certains, effectivement, en font un jeu. Puis d'autres en font une maladie. Ils prennent sur eux, comme ils disent. Ça, c'est
C'est pas une résistance, mais c'est une autre façon de répondre de cette situation. Voilà, donc on est face à une énigme quand même, c'est comment comprendre que dans les grandes organisations se déploient massivement ces dispositifs qui sont encore une fois les mêmes que vous soyez dans un tribunal à Paris, ou que vous soyez dans un hôpital, ou que vous soyez dans une usine d'automobile. Ce sont les mêmes, ils portent les mêmes noms, ils font les mêmes choses, ils portent la même logique. Je vais vous donner un exemple de dispositif très à la mode actuellement, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le Lean Management ou le Lean Six Sigma. Bon. Et bien voilà, le Lean Six Sigma, c'est né dans les industries automobiles. Ça s'est diffusé dans l'industrie, puis dans les industries plus ou moins publiques, puis dans les services. Et maintenant, effectivement, le Lean Management est à l'œuvre dans les tribunaux, dans les universités, dans les hôpitaux. Donc vous voyez, quand je dis qu'on les retrouve régulièrement, c'est très très frappant. Ce sont les mêmes dispositifs dans ces milieux sociaux et surtout professionnels qui n'ont rien à voir a priori entre eux. Donc c'est un fait social, on pourrait dire. Voilà, alors cette guerre entre, ce rapport social sans relation, lorsqu'on écoute ceux qui ont à travailler avec les dispositifs et ceux qui font les dispositifs, parce que c'est vers eux qu'on va tourner le regard, on pourrait dire que c'est une sorte de guerre civile qui n'a jamais lieu. Ceux qui travaillent, ceux qui font les dispositifs, ce sont en général des gens qui sont rattachés à la direction générale, mais qui ne sont pas les chefs des opérationnels. Vous savez, dans les organigrammes, on a en général le conseil d'administration, qu'il soit public ou privé, les directions générales, en général salariés maintenant, dans les grandes organisations, et puis, vous voyez, le râteau comme ça, et la production qui est organisée par pays, ou par produit, ou par fonction. Et puis, vous avez toujours un petit trait comme ça, avec une petite boîte, qui sont des gens donc, qui ne sont pas les hiérarchiques de ceux qui produisent, ou qui vendent, ou qui administrent, etc. Et qui sont certains les appellent fonctions support, ou les fonctionnels. Moi, j'aime pas trop ni l'un ni l'autre, parce que je pense qu'ils ne... c'est pas vraiment toujours du support, et c'est pas toujours fonctionnel. Donc, ce sont des termes qu'il faut penser, dans lesquels vous trouvez les fonctions contrôle de gestion, finance, marketing, ressources humaines, et puis toutes les méthodes de production, méthode de maintenance, méthode commerciale, méthode de communication, tous ceux qui sont en fait les descendants des bons vieux bureaux d'études de Taylor. Vous vous rappelez le taylorisme, plus de 100 ans maintenant. Taylor avait introduit cette idée qui était, pour reprendre un terme de Castel, une véritable rupture anthropologique, qui était l'idée qu'il y ait des gens qui peuvent rationaliser le travail des autres, à tel point que ces autres-là, les ouvriers en général à l'époque, n'avaient même plus besoin de penser, tellement la chose était rationnelle. Donc on pouvait réduire le travail à un geste répétitif sous contrainte de temps ou sous contrainte de quota, qui permet effectivement, dans le rêve de Taylor, qui permettrait, pour le citer, même de pouvoir remplacer les hommes par des singes. Tellement, c'est vous dire à quel point on pouvait évincer la pensée de l'action. Ce rêve taylorien, c'est en fait... une rupture anthropologique. Pourquoi ? Parce que ça dit qu'il y a des gens qui pourraient penser le travail sans le faire, à l'intention de gens qui devront faire le travail sans le penser. Et ça, d'un point de vue humain, c'est compliqué. C'est très très difficile de penser l'action sans la faire, j'allais dire même sans la sentir corporellement, sans convoquer le corps, et de faire quelque chose sans rien penser. En fait, il y a 60 ans de littérature scientifique là-dessus. En fait, effectivement, Taylor s'est trompé sur ce que c'est qu'un être humain et ce que c'est que l'action humaine. Il est passé en force, on va dire. C'est-à-dire à quel coup on est passé en force d'une anthropologie fautive. Mais en fait, ceux dont je parlais, là, ils sont les descendants de ces bureaux d'études tayloriens. Voilà, Taylor, 1911, son livre « Principles of Scientific Management », en 100 ans, cette case-là, on pourrait dire, s'est diversifiée, spécialisée, en une multiplicité de spécialités gestionnaires, qui sont d'ailleurs mot à mot exactement celles qui sont enseignées dans les écoles dites de gestion. Donc voilà, celles que j'ai citées, RH, contrôle de gestion, finance, marketing, méthode industrielle, méthode de maintenance, méthode commerciale, etc. Et ce sont des gens, effectivement, qui sont payés, embauchés, c'est littéral. Moi, j'ai beaucoup étudié les offres d'emploi qui sont adressées à ces personnes, c'est tout à fait explicite. Ils sont payés avant tout pour être très forts en méthode.
mais pas du tout sur le métier. Donc on peut être par exemple très, très fort, un qualiticien très très fort, quelqu'un qui est spécialiste de la qualité, et passer indifféremment d'une centrale nucléaire à une industrie de yaourt, ça pose aucun problème. Parce que ce qui compte c'est même valorisé dans les CV, ce qui compte c'est d'être spécialiste de la méthode. Donc ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance sensitive, corporelle de l'activité qu'ils encadrent par les dispositifs qu'ils mettent en place. D'accord ? Ces gens-là, qui sont plutôt bac plus 5, voire plus, donc très qualifiés surtout dans des formations qui apprennent à manipuler des abstractions très rapidement, des chiffres et des lettres, si vous voulez, à faire des calculs très rapidement, à faire des présentations très belles, avec des beaux mots, etc. Donc, ce sont des gens qui manipulent très, très habilement, très, très rapidement, même des chiffres et des lettres. Mais, effectivement, ils n'ont pas en général une connaissance fine du métier qu'ils encadrent par les dispositifs. Ces gens-là, en fait, quand vous les rencontrez, j'en ai rencontré beaucoup pour le coup, vous expliquent qu'ils font tout ça au nom du réalisme. Mais enfin, madame, il faut être réaliste. Vous avez vu l'endettement de la France. Mais enfin, madame, vous avez vu le coût du travail en France. Mais enfin, il faut être réaliste. On ne peut pas continuer comme ça avec ces salaires, avec cette faible productivité. Enfin, il faut être réaliste. Vous avez vu l'exigence des consommateurs. Voilà. Donc, on est dans un discours qui fait appel au réalisme, qui est en général un réalisme économique. La concurrence, la dette, la performance, la productivité. Donc, qui se réfère à un monde effectivement abstrait, des chiffres. Et eux, vraiment, leur point de vue professionnel, c'est de dire, au nom du réalisme, il faut améliorer la manière dont les gens travaillent. Et puis, quand vous traversez l'organisation, vous allez voir ceux qui manipulent les dispositifs. Eux, ils vous disent une chose très, très simple. Ils disent, mais ils se rendent pas compte, quoi. Ils sont complètement fous, là-haut. Ils nous demandent de faire tel score en 15 jours, et ils nous demandent de faire 0 erreur, et ils nous demandent de cocher des choses absurdes. Ils sont complètement à côté de la plaque, ils planent. Ils ne sont pas dans le réel. Alors, ces mots, qui ne sont pas des concepts, mais qui sont employés par les gens que j'ai rencontrés, semblent donc opposer les tenants du réalisme, on fait ça au nom du réalisme économique, à des gens qui vous disent « mais c'est pas réel, en fait, ça ne correspond pas au réel ». Voilà. Donc on aurait comme ça une guerre civile entre les tenants du réalisme et les tenants du réel, mais c'est une guerre civile qui n'a jamais lieu parce qu'il se trouve que les tenants du réalisme, donc ceux qui sont dans la fameuse petite case que je vous ai citée, sont très très loin des lieux de production, de vente, enfin là où ça se passe, quoi. Ils sont loin des crèches, des hôpitaux, des services sociaux, des supermarchés, des agences commerciales, ils sont loin. Donc ils ne se rencontrent pas en fait. Ils n'ont jamais l'occasion de s'en expliquer, si je puis dire, et même peut-être de réguler la question. Voilà. Donc c'est une guerre civile qui n'a pas lieu entre les tenants du réalisme et les tenants du réel, pourrait-on dire. Et effectivement, ceux qui sont du côté, enfin ceux qui se disent du côté du réel, parce que tout le monde a son réel, ça c'est encore une autre question, mais ceux qui parlent du réel disent en fait, ils planent complètement, quoi, ces gens-là. Ils ne se rendent pas du tout compte de ce qu'on fait concrètement. Ils ne se rendent pas compte des gens à qui on a affaire, ils ne se rendent pas compte des dossiers qu'on a à traiter, ils ne se rendent pas compte des problèmes qui surgissent. Ils planent complètement. Et par ailleurs, quand on regarde les offres d'emploi de ces réalistes, entre guillemets, ils sont effectivement, on va dire, payés pour planer. C'est-à-dire qu'ils sont payés, toutes les offres d'emploi montrent bien, et les descriptions de postes, que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils regardent les choses de haut, qu'ils aient une vision globale et rationnelle sur l'ensemble de l'organisation. Je sais pas, on peut prendre des exemples concrets. Quelqu'un qui est embauché pour faire un plan de formation dans une très grosse organisation où il y a, je sais pas, par exemple 40 000 personnes. Effectivement, cette personne, elle peut voir les choses que de haut. Elle ne peut faire des procédures sur le recueil des besoins en formation, les budgets de formation, l'organisation de la formation, etc., qu'à partir d'une vision très abstraite et très vue d'avion, si vous voulez, de l'organisation. Donc effectivement, ces personnes-là, on pourrait dire, ont une position d'entrée de jeu qui plane, qui est vraiment vue de haut. C'est pour ça que j'ai proposé d'appeler ces cadres, qui sont très 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 différents des autres cadres de proximité ou des cadres dans la recherche et développement, j'ai décidé de leur donner un nom pour les distinguer, et je les ai appelés les planeurs, puisqu'ils sont d'un côté accusés de planer et de l'autre côté payés pour penser les choses en plan.
Quand je dis en plan, c'est pas de la planification soviétique, hein, c'est plutôt en plan vu de haut, si vous voulez, hein, de rationaliser les choses vu de haut, et donc vu des chiffres, vu des abstractions. Voilà, donc c'est une sorte de catégorie que je propose de créer pour penser et pour distinguer ces cadres des autres cadres. Donc ces gens qui sont descendants des bureaux de méthode, qui sont là pour optimiser les performances, ça c'est très très clair dans leur feuille de route, en faisant des plans, à distance de ceux qui vont devoir utiliser les dispositifs, hein, et tout en développant effectivement des dispositifs de finalité, de procédés et d'enrôlement. Vous êtes toujours avec moi, ça va? Bon. Je continue ou quelqu'un va intervenir le temps que j'enlève ma veste? Moi, je voulais savoir si les réalistes, comme vous les appelez, ne produisaient pas du réel malgré tout. Ou alors c'est une découpe du réel qui se fait. Dans le sens où plus personne ici n'a un contact avec un banquier, enfin je pense. En général, c'est une machine, au moins lors de l'achat d'une maison ou ce genre de choses. Les tickets de voyage, ça se fait, on est formaté, donc on répond à... Ça devient réel, le réalisme, entre guillemets. Ou c'est une découpe qui exclut certaines personnes. À mon avis, c'est les deux, mais je pense que les personnes âgées... Enfin, j'ai un exemple en tête qui m'avait fait rire, mais un peu jaune. C'était une dame une vieille dame qui n'arrivait pas à résoudre un problème de facture de téléphone. Donc, elle va dans un centre d'accueil, je sais plus, ce qu'on appelait ça Belgacom chez nous. Et donc, on a accueilli la vieille dame et on l'a amenée vers un téléphone pour qu'elle règle sa facture qu'elle n'arrivait pas à régler par téléphone. Donc, elle, je me dis qu'elle est exclue, mais il y avait d'autres personnes dans ce centre qui tout y parvenaient, en fait. Donc, je ne sais pas si ça produit du réel ou si ça exclut, ou les deux. Effectivement, ces dispositifs sont du réel. Enfin, ils s'imposent dans les situations de travail et de consommation, comme vous venez de l'évoquer. Effectivement, ça devient du réel. C'est pour ça que j'ai dit réel et réaliste, c'est pas des concepts au sens parce que ça nous amènerait très très loin de définir les deux termes. C'est plutôt c'est des mots que j'ai entendus de part et d'autre, hein, les tenants du réalisme économique contre le réel faisant référence, quand on creuse un petit peu, à la dimension matérielle du travail, à la dimension sensible, au corps à corps dans le travail médical, au fait d'avoir des dossiers, avoir des piles, avoir des choses à régler qui sont concrètes. Voilà. Donc, effectivement, les dispositifs deviennent réels puisqu'on doit l'intégrer dans sa manière de travailler. Il s'impose, vous avez raison, vis-à-vis des consommateurs comme des travailleurs. Donc oui, d'une certaine manière, ça devient réel, mais eux, leur manière de justifier tous ces dispositifs, c'est au nom du réalisme, et d'un réalisme qui se veut économique, hein, qui est argumenté de manière économique. Vous voulez intervenir, d'autres personnes? Ouais, je sais pas. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de guerre civile entre les cadres planeurs et les cadres de proximité, notamment parce qu'ils ne se rencontraient jamais. Mais si on prend le cas d'un hôpital, où là, les deux sont dans la même infrastructure, mais pas dans les mêmes bureaux, les deux cadres peuvent se rencontrer lors de réunions ou autres. Pourtant, il n'y a pas forcément de guerre civile, donc comment est-ce que vous l'expliquez? Enfin, si vous avez une explication. Alors, s'ils peuvent se rencontrer parce qu'ils sont sur le même lieu, ce qui est rare dans les grandes organisations. Alors, peut-être que je ne sais pas à quel hôpital vous faites référence, vous le connaissez bien manifestement, mais s'ils peuvent se rencontrer, alors ils peuvent réguler, ils peuvent arranger les choses. On peut se dire à la cantine, dis donc, ton truc là où il faut cliquer là, et puis là, ça marche pas, on perd un temps fou. Et l'autre, peut-être, peut arranger le dispositif. S'il y a ces régulations, alors on n'est plus dans le management désincarné, puisqu'il y a interaction, effectivement. Moi, je parle d'organisations que j'ai vues, hein, que ce soit des ministères, des collectivités locales, des supermarchés, des compagnies de transport, des entreprises de finance, qu'est-ce que j'ai vu encore bref, des secteurs extrêmement variés, où les gens ne se rencontrent jamais parce que ceux que j'appelle les planeurs sont situés généralement dans des sièges sociaux ou des centrales qui sont éloignés en fait des lieux de production, des usines, des hôpitaux, des lieux de vente, des lieux de production, et où cette régulation dont vous venez de parler ne peut pas avoir lieu. Donc
peut-être que l'hôpital auquel vous faites référence permet effectivement aux faiseurs de dispositifs d'entendre la critique sociale qui est adressée au dispositif et peut-être de l'adapter. Mais moi, les organisations dont je parle, c'est qu'ils ne se rencontrent jamais. Je vais vous donner une anecdote. J'ai fait une recherche dans un ministère que je n'ai pas le droit de citer, qui s'occupe des impôts en France, dans lequel il y a une dame qui s'occupe toute la journée de rentrer des chiffres, enfin des sommes, des débits et des crédits de collectivités locales. Et sur son logiciel, le logiciel lui imposait de rentrer avant chaque chiffre $1 et après chaque chiffre $1. Ne me demandez pas pourquoi, ça a été fabriqué comme ça. Et on fait l'entretien et cette dame devient de plus en plus fragile dans l'entretien. Elle dit « j'en peux plus des dollars, quoi. Je n'en peux plus ». Elle avait une TMS, donc un trouble musculo-soviétique. C'est drôle ce que je viens de dire. Musculo-squelettique, pas soviétique du tout. Je reviens de Cuba, ça doit être pour ça. Musculo-squelettique du doigt qui devait appuyer sur le dollar, parce que ça sollicitait effectivement corporellement trop, un geste répétitif. Et par ailleurs, elle me disait, j'en rêve la nuit, j'en fais des cauchemars. Et vous vous rendez compte le temps qu'on perd à rentrer ces dollars, alors qu'on pourrait rentrer juste le chiffre. Bon. C'était un entretien assez tragique en fait, parce que vous avez quelqu'un qui veut bien faire son boulot, qui dit mais c'est tellement con, quoi, c'est tellement pas efficace, ça, voilà, inutile et désagréable, c'est ça par exemple, ça nuit à ma santé et on perd un temps fou à rentrer ces dollars. Et puis en circulant dans ce grand ministère, donc en sortant de la ville de province où j'avais rencontré cette femme et en allant donc à Bercy, il se trouve que je rencontre le responsable informatique qui avait fait ce progiciel, qui était responsable de ça. Et donc, je lui dis, vous êtes au courant de ce qui se passe sur ce logiciel? Est-ce que c'est l'histoire des dollars? Est-ce qu'on peut... Et lui il me dit, ah oui, bien sûr, oui, on est au courant, mais alors, on a tellement de projets informatiques en cours que ça, c'est la dernière de nos priorités. Et le temps que ça arrive dans notre liste, le temps que ça arrive en haut de la liste, de toute façon, le logiciel aura déjà été changé parce qu'il aura fallu le moderniser. Donc, non, il faudra qu'elle fasse avec pendant encore 5-6 ans, quoi. Et il le disait pas méchamment. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas un point de vue moral, c'est juste, vu de lui qui a plein de projets informatiques à gérer, il est débordé, etc. Ça, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Et ces deux personnes-là, si on les met dans la même salle, je pense que ça peut mal tourner. Vous comprenez pourquoi? Voilà. Quand je parle de rapport social sans relation, c'est ça. Et d'ailleurs, une fois, c'est arrivé que dans une grande organisation, une personne, une jeune femme sortant d'école de commerce, voulant bien faire, responsable de la qualité de l'accueil, etc., avait mis en place une procédure qui obligeait des agences à répondre dans les 15 jours à tous les courriers, tous les mails. Et effectivement, quand vous alliez sur le terrain, c'était compliqué parce qu'il y avait les courriers papier, les mails, la file d'attente, le téléphone. Et ils n'avaient pas assez d'effectifs pour, je dirais, colmater tout ça, sachant qu'en plus, tous ces systèmes de communication s'accumulent. C'est-à-dire que vous essayez d'appeler quelqu'un, vous laissez un message, ça ne répond pas, donc vous faites un mail, puis à la fin, ils ne viennent pas, donc vous vous déplacez, et ça multiplie le nombre de messages. Bref. Et puis, un jour, effectivement, grâce à la recherche, ça c'est l'avantage, on a mis ces gens-là dans la même salle, quoi. Et je me rappellerai toujours, c'est des petites anecdotes significatives, mais qui expriment bien le fait social que j'essaye de décrire. Vous avez la dame qui était dans l'agence, à qui on lui dit il faut répondre à toutes les demandes dans les 15 jours, et qui voit la femme qui a écrit cette note, qui dit il faut répondre dans les 15 jours. Elle dit, c'est vous qui avez écrit ça? Elle n'en revenait pas de voir un être humain qui avait pu écrire une ânerie pareille, qui avait sa logique du point de vue, encore une fois, vu de haut, ça avait sa logique. On veut améliorer la qualité pour le client, on veut répondre vite, etc. Mais si vous voulez, elles ont failli en venir aux mains. Parce qu'elles disaient, mais comment vous pouvez penser qu'il est possible de répondre dans les 15 jours? Elle n'en revenait pas qu'il y ait un être humain qui ait pu penser ça, vous voyez? Alors qu'on comprend, si on se met à la place de celle qui a écrit la note, comment on peut penser ça? S'il n'y a pas d'interaction régulière, on se retrouve dans ces situations où des gens sont payés pour penser sans avoir aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, à l'intention de gens qui sont sur le terrain et qui ne peuvent pas faire remonter le fait que... Enfin, évidemment qu'ils font un peu remonter, ça remonte de temps en temps, mais pas dans une interaction régulière, pas dans un arrangement régulier. Il n'y a pas de régulation, comme on dit en sociologie, parce qu'on a affaire à des choses et pas à des gens. Voilà, c'est ça l'idée principale. La question, en fait, c'est pourquoi est-ce que ces deux
donc les porteurs du réel et les porteurs du réalisme ne sont pas amenés à se rencontrer. Pourquoi est-ce que ceux qui sont les planeurs ne sont pas amenés à un moment donné à aller sur le terrain, à rencontrer le terrain et à rencontrer ses réalités? À qui profite le crime, en fin de compte? À ça, il y a plusieurs raisons, si je puis dire. La première, elle est quantitative. C'est que si vous êtes responsable qualité, contrôleur de gestion, RH ou autre, d'une organisation qui compte 1000, 5000, 10 000, 40 000, 100 000, 200 000 personnes, parce qu'il y a des organisations de cette taille-là, juste vous ne pouvez pas connaître ni les choses, ni les gens. C'est physiquement impossible de connaître le détail de tout ça. Alors vous pouvez me dire, ils peuvent envoyer des petites mains, faire des enquêtes, ce qu'ils font aussi, parce qu'il y a quand même des... ils sont pas idiots. Ça, il nous le dit tout. Le leitmotiv du planeur, c'est de dire, il ne faut pas me prendre pour un con. Donc, effectivement, il ne faut pas les prendre pour des cons. Ils ne sont pas cons, ça c'est évident. De toute façon, c'est un principe de base pour un sociologue, c'est de jamais prendre les gens pour des cons. Donc, non, mais c'est vrai. Parce que ça, c'est l'explication asociologique par définition. Dire ils sont cons, donc ça marche comme ça. Non, ça va pas. Cons ou méchants, en fait, c'est psychologisé, ça. Donc, c'est interdit en sociologie. Parce que ça mène à rien. Donc, ils ne sont effectivement ni bêtes ni méchants, si vous voulez parler comme ça. Mais il y a une difficulté réelle de connaître le détail de la diversité du réel, qu'eux doivent, encore une fois, voir de haut. Et par ailleurs, on va le voir, ils n'ont pas tellement intérêt à aller sur le terrain, comme ils disent. C'est une expression qu'on entend beaucoup. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi maintenant, si vous voulez bien. C'est-à-dire, en tournant le regard, on va quitter les tranchées, on va regarder l'état-major, c'est-à-dire on va arrêter de regarder ce que les dispositifs font à ceux qui doivent les utiliser pour aller regarder quel est le travail de ceux qui font ces dispositifs. Parce que souvent, on pense le management comme ce qui encadre le travail, mais le manager, c'est un travail. Faire ces dispositifs, c'est un travail qui concerne des professionnels très précis, qui ont un salaire, des rémunérations, enfin voilà, qui ont toutes les caractéristiques de travailleurs qu'on peut décrire avec les outils de la sociologie du travail. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder effectivement ces travailleurs du management en regardant leur travail, comme on le fait pour n'importe quel travailleur. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va partir dans cette deuxième partie de l'exposé. Je vous économise toute la revue de littérature sur les cadres, parce qu'on n'est pas dans un exposé académique ici. Moi, j'ai vu beaucoup de ces planeurs dans différentes spécialités, avec ce qu'on appelle une posture clinique, dont John est également un représentant. Alors, la clinique en sociologie, pas en psychologie. La clinique en sociologie, ça a plusieurs caractéristiques, dont la principale, pour moi, c'est de co-interpréter les faits sociaux avec les gens qui les vivent. C'est-à-dire de ne pas imposer notre interprétation, mais d'essayer de la fabriquer ensemble. Voilà, donc j'ai vu à peu près 60 de ces planeurs, et j'ai fait une enquête quantitative avec une association française qui s'appelle l'APEC, qui est spécialisée dans l'emploi des cadres, auprès de... une analyse statistique de 14 000 données que l'APEC recueille, et puis des entretiens, des questionnaires auprès de 8000 d'entre eux. Donc ça a permis de croiser à la fois des données cliniques et des données quantitatives. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Essayons de cerner un peu qui sont ces planeurs. Si on regarde les offres d'emploi dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui ressort ? On a fait une très grande enquête sur les offres d'emploi aussi, c'est une enquête quantitative, lexicale, sur les offres d'emploi qui sont envoyées aux planeurs. Il y a là aussi des très grandes régularités. Ce qu'on leur demande de faire, quelle que soit leur spécialité, c'est d'améliorer la rentabilité. Ça, c'est point 1. La rentabilité, la performance, la productivité, donnez les noms que vous voulez. Et on leur demande de le faire par des activités d'analyse, c'est le mot qui revient beaucoup, d'accompagnement, ça revient aussi beaucoup. C'est un mot sur lequel on pourrait discuter, l'accompagnement. D'intervention de conception, d'organisation et de développement. Donc ça, c'est les mots-clés qui reviennent. Donc, améliorer la productivité, la rentabilité, etc., avec de l'analyse, de l'accompagnement, vous voyez, avec des choses qui sont un peu abstraites quand même. On ne leur demande pas d'être spécialiste de la sécurité d'une centrale nucléaire, ou d'être spécialiste de la distribution alimentaire, ou d'être spécialiste de l'oncologie, quoi. On n'est pas dans des spécialités de métier. Et la troisième chose qui ressort dans ces annonces, en troisième position, c'est qu'on leur demande d'avoir du goût pour les concepts, les données, le détail, l'analyse, la synthèse, la confidentialité, la pédagogie,
les technologies, le rédactionnel et la formalisation. Vous voyez, encore beaucoup de choses qui sont absolument pas spécifiques à un métier donné. On leur demande d'être des bons élèves et d'aimer ça, en gros. Voilà, de savoir analyser, synthétiser, etc. Parfois même, on leur demande d'avoir le sens inné, ça c'est très étonnant, du relationnel, du contact et du collectif, c'est-à-dire d'être des bons, très bons en relationnel, hein, donc de ne pas être dans le conflit immédiatement, etc. Ce qui est intéressant comme information. Et les compétences requises, telles qu'elles sont formulées dans ces offres d'emploi, sont généralement très lapidaires, très courtes. On leur demande d'avoir fait la même chose ailleurs. On recherche un contrôleur de gestion pour mettre en place l'analyse de la performance sur une ligne de production de serrures. Compétences demandées, avoir déjà fait de l'analyse de la production sur une ligne de production. Voilà. Donc pas de compétences métiers, mais plutôt des compétences sur la méthode et de l'avoir déjà fait ailleurs. Et enfin, dernière compétence demandée, c'est une certaine attitude au travail. Donc là, on est dans des réquisites subjectifs, on pourrait dire, ou d'assumer leur position dans les rapports de production. On leur demande d'être proactifs, je cite, hein, c'est pas mes mots, proactifs, investis, impliqués, engagés, d'avoir envie, de savoir s'adapter et d'avoir de la conviction. On ne dit pas s'adapter à quoi, on ne dit pas conviction dans quoi, mais on comprend. Hein, on comprend, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aiment faire ça, hein, et qu'ils en aient même le sens inné. Et faire ça, c'est quoi ? C'est améliorer la rentabilité en fabriquant des dispositifs. Voilà ce qui est demandé dans les offres d'emploi très, très explicitement. D'ailleurs, quand on leur demande à ces planeurs par le questionnaire, hein, que veut votre patron ? Le mot patron est de moi, hein, donc avant je leur demande qui est votre patron. En généraliste, c'est la direction générale. 42% répondent atteindre des objectifs. 33% disent ce qui compte avant tout, c'est une certaine manière de penser et de se comporter. Donc ils ont bien intégré je dirais les consignes comportementales et subjectives. Hein. Je cite, être dévoué corps et âme, penser business, penser efficacité, performance, vitesse. Hein. Donc ils sont assez d'accord avec, ça correspond aux offres d'emploi qu'on a vues. Et seulement 22%, seulement un quart, vous disent réaliser une activité précise. Donc on voit bien que c'est effectivement dans les offres d'emploi et dans la manière dont ils sont occupés, on voit que ce qui est important, c'est quand même la performance et une certaine, on va dire, docilité face à la consigne qui leur est donnée, qui est d'améliorer cette performance, ou en tout cas un accord avec cet objectif. Alors qu'est-ce qu'ils disent faire, ces planeurs ? Quand on leur demande, encore une fois, que ce soit en face-à-face ou en questionnaire, voilà ce qu'ils disent. On fait de la conduite du changement, de l'optimisation de flux, de la qualité, de la sécurité, de la réduction de coûts, de l'informatisation, de l'innovation, la fiabilité, de l'optimisation. Voilà. Optimisation, je crois que je l'ai dit 2 fois, optimisation de flux, optimisation RH, etc. Ce que l'on pourrait ramasser, si vous voulez, pour y voir plus clair, sous 2 grandes consignes qui sont très très simples, qui sont les consignes même du système capitaliste. Il faut réduire les coûts et accroître le marché. Si vous voulez gagner de l'argent, hein, c'est très très simple, vous produisez pas cher et vous vendez beaucoup, et si possible cher. Donc il faut réduire les coûts, quels qu'ils soient, hein, les coûts de non-qualité, les coûts d'accident, les coûts de production, les coûts de maintenance, les coûts de commercial. Voilà, réduire les coûts, donc en tendant les flux, il y a 1000 et une façons de réduire les coûts. Si vous voulez savoir comment, regardez dans le livre, ces pages, je ne sais pas combien. Et puis développer le marché, donc c'est toutes les fonctions marketing, qualité, etc., qui visent à étendre le domaine du marché. Donc on pourrait dire, tous ont pour mission de réduire les coûts et ou d'étendre le règne du marché en mettant en place des dispositifs que vont utiliser les autres travailleurs. Ces dispositifs portent des noms très très variés, qui sont en général des acronymes d'anglicisme, c'est-à-dire voilà, TPM pour Total Productive Maintenance. Voilà, je vous épargne les 5S, ABC, ISO 2000, CIPOC, VSM, SMED, Agile, Meurice, UML, PIM, CRM, Scrum. Voilà, peut-être certains connaissent, hein, c'est des noms qui ne sont pas du langage courant, d'accord, mais qui s'imposent quand même dans les situations de travail. Hein, des gens, on leur dit, il faut faire du Scrum, il faut faire de l'Agile. Bon. Donc, c'est quand même un langage un peu ésotérique. Alors, moi, la vraie question que je me pose par rapport à ces planeurs, et je dois avouer que j'ai pratiqué ce métier pendant un certain temps, et donc c'est aussi une question que je me posais à l'époque où je le faisais, avant de devenir sociologue, c'est comment peut-on faire ce métier alors qu'on ne connaît rien à ce qu'on organise ? D'une part, donc ça semble impossible,
Et que, par ailleurs, on n'est pas nécessairement convaincu, idéologiquement enthousiaste à l'idée d'accroître la performance au bénéfice des actionnaires ou des commanditaires de l'État, en intervenant dans le travail des autres, c'est-à-dire en enrichissant des gens, parce qu'on ne s'enrichit pas au passage, c'est quand même plus pour les actionnaires qui sont anonymes en plus, tout ça en rationalisant, en pressurant, etc., le travail des autres. Donc on pourrait dire comment est-ce qu'on peut faire ce travail qui semble d'un côté impossible et d'un autre côté quand même pas très confortable du point de vue de la place qu'on joue dans les rapports sociaux. Et moi, la plupart des planeurs que j'ai rencontrés, sauf les inévitables exceptions que l'on rencontre dans tous les milieux de travail, sont pas des idéologues du capitalisme néolibéral. Ils sont pas absolument convaincus qu'on soit sur la bonne route en mettant en place ces dispositifs, en pressurant, en cherchant absolument la rentabilité tout le temps, etc. Moi, je les appelle en fait des pratiquants non-croyants. Ils pratiquent, mais ils n'y croient pas réellement. Ils sont même plutôt inquiets pour leurs enfants, sur le plan écologique, sur le plan du chômage, sur le plan de la souffrance au travail, etc. Donc ce ne sont pas des idéologues qui font ça par une très très grande conviction, c'est plutôt des gens qui font ça parce que, par leur trajectoire personnelle, ils sont arrivés à ces postes-là et qu'au fond, ils ne peuvent plus tellement en sortir. Ça, si j'ai le temps de développer, j'y reviendrai. Alors, comment faire ce métier qui semble à la fois impossible et indésirable ? C'est bizarre, en fait. Comment on fait ? Si je vous nomme demain responsable d'un dispositif qui va accroître l'intensification du travail de plein d'employés et d'ouvriers, alors que vous n'êtes pas du tout convaincu que ce soit ni votre intérêt, ni même ce qu'il faut faire dans le monde, et que, en plus, vous ne connaissez pas du tout ni ces ouvriers, ni ces employés, ni ce qu'ils font quotidiennement. Comment vous faites ? Si vous êtes embauché pour faire ça. Voilà. C'est ça l'énigme sociologique pour moi. Vous la partagez un peu ou pas ? Vous êtes convaincu qu'il y a une énigme là ? Il y a l'histoire du salaire qui joue. Il y a des conditions matérielles. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question. Les planeurs gagnent à peu près comme les autres cadres opérationnels, c'est-à-dire en France, en moyenne, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des écarts très importants selon l'âge, selon la spécialité, selon le niveau d'expérience, mais en moyenne 3 fois le salaire minimum français. En moyenne. Évidemment, dans la finance, on est très très loin de cette moyenne. Mais vous avez plein de planeurs qui ont des salaires relativement modestes, qui sont déchargés de mettre en place, de faire, je sais pas, par exemple, le recueil des besoins, des cahiers des charges en informatique. Vous savez, des gens qui font des entretiens comme ça toute la journée pour savoir quel est votre besoin en informatique, Monsieur Coutiot. Ils sont pas payés, c'est pas des golden boys du tout. Donc, vous avez un peu tous les niveaux de salaire. Donc, mais le salaire joue quand même parce qu'ils sont cadres. Donc ils sont. Alors moi, ce que l'enquête m'a montré, c'est comment est-ce qu'on fait pour organiser à distance un travail qu'on ne connaît pas auprès de gens qu'on ne connaît pas, alors qu'on n'est pas forcément des convaincus de l'intérêt de le faire. Il y a 5 manières, 5 clés explicatives, si vous voulez, au déploiement finalement de ce travail qui semble impossible et indésirable. On va exclure tout de suite les explications psychologiques, si vous voulez bien, donc qui sont ni bêtes ni méchants. On va suspendre pour le moment les explications purement utilitaristes qui seraient dire ils courent après l'argent donc ils font ça parce qu'en fait ils pourraient gagner plus d'argent en faisant autre chose. Moi, la piste que j'ai plutôt suivie, c'est comment ils arrivent à faire ça toute la journée, c'est-à-dire de m'intéresser à leur activité, à ce qu'ils font concrètement. Parce que l'énigme se redouble lorsque l'on sait que ce travail apparemment impossible et indésirable, dont chacun de nous peut-être dirait la seule envie, c'est d'en faire le moins possible en fait, de tirer au flanc, si je puis dire. Mais pas du tout. Les planeurs partagent une norme professionnelle commune qui est il faut travailler beaucoup, 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 bien au-delà de l'heure légale de travail, et il faut s'en vanter. On pourrait dire un ethos très wébérien, un ethos du travail où il faut travailler beaucoup. C'est moralement bien. Voilà. Et du fait, ils travaillent beaucoup. Ils font des longues journées, ils ont toujours leur smartphone à la main, ça leur arrive de travailler le week-end, parfois des nuits blanches, parfois ils sacrifient des vacances. J'en ai même rencontré dans la finance qui ont sacrifié la femme de leur vie, leurs enfants, etc. Donc ils sont quand même prêts à beaucoup de sacrifices pour travailler énormément. Donc ça redouble l'énigme. Comment, alors que c'est impossible et indésirable, en fait ils travaillent énormément. Alors pour lever cette énigme,
je passe un peu la morphologie de ce groupe professionnel, mais on y reviendra s'il y a des questions. Là, il y a 5 clés explicatives, comme je vous le disais. La première, c'est qu'en fait, ils ne fabriquent pas les dispositifs. Ils ne les inventent pas. C'est à la question tout à l'heure que je vous posais, comment mettre en place un système qualité, je sais pas, dans une usine de biscuits, alors vous connaissez rien à l'agroalimentaire, mais que vous êtes très fort en méthode de qualité. Eh bien, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez acheter un dispositif sur le marché des dispositifs. Et en fait, c'est là que la sociologie économique est intéressante. Ces dispositifs ne sont pas fabriqués par les planeurs, ils sont plutôt achetés. Je fais ce geste-là un peu comme si on était dans un supermarché où on va prendre des produits tout faits qui, en plus, vous disent comment les mettre en place. Et effectivement, il y a un marché des méthodes de management. Il y a un marché qui fonctionne très très bien puisque vous avez des gens qui ne savent pas très bien comment faire, donc ils sont très contents de trouver des produits tout faits sur le marché. D'une part, les acheteurs, et d'autre part, des gens qui ont tout intérêt à vous vendre leurs méthodes, qui sont généralement des entreprises de conseil, de formation, ou tous ceux qui formalisent ces méthodes, qui fait qu'il y a une sorte d'accord entre acheteurs et offreurs, entre des gens qui ont intérêt à l'acheter et des gens qui ont intérêt à vous le vendre. Donc effectivement, c'est une première clé explicative, c'est qu'on a affaire à un marché des dispositifs qui a tendance à croître mécaniquement du fait de l'intérêt des acheteurs et des offreurs. Deuxièmement, comme je vous le disais, quand vous achetez le produit, il y a le mode d'emploi au dos, c'est-à-dire que le travail de ces planeurs, en fait, est très prescrit lui-même par l'achat du dispositif et très taylorisé lui-même, très rationalisé. Très schématiquement, on peut dire qu'il y a donc les acheteurs de dispositifs qui sont plutôt les acheteurs et les vendeurs qui sont à un niveau stratégique dans un tout petit milieu social assez élevé. Je vous rassure, à ce niveau-là, il n'y a pratiquement plus que des hommes. Voilà, d'acheteurs et de vendeurs de dispositifs. Ensuite, vous avez ceux qu'on pourrait appeler les chefs de projet, les planeurs intermédiaires, qui, eux, vont diviser en multiples tâches relativement simples le travail à faire auprès de juniors, de jeunes, qui, eux, vont donc avoir à faire des tâches relativement répétitives sous contrainte de temps. Des tâches de calcul, des tâches de recueil de données, des tâches de mise en forme sur des PowerPoint, des tâches de dessiner des logigrammes, des tâches de programmation, etc., dont ils se plaignent. Les jeunes disent « je fais un travail très répétitif, très ennuyeux ». La fameuse expression, vous savez, du bore-out, de mourir d'ennui au travail, vient de ces cadres-là. C'est pas un phénomène nouveau. L'ennui au travail, c'est vieux comme au moins le taylorisme, si ce n'est avant. Mais tout d'un coup, on en parle parce que ça touche les cadres. Donc ça a touché ces jeunes-là qui, effectivement, en sortant de grandes écoles où ils ont appris à manier avec beaucoup d'habileté des abstractions, se retrouvent à manier avec beaucoup d'habileté des abstractions, mais parfois avec une répétitivité et sous une contrainte de temps qui fait que c'est assez ennuyeux. Donc ceux qui restent, c'est ceux qui trouvent du plaisir à faire ça. Je vais y revenir. Donc, ils achètent des dispositifs dont la mise en œuvre est en fait prescrite et très taylorisée, avec ces trois grands niveaux de mise en œuvre. Alors évidemment, celui qui arrive à faire les tâches répétitives sous contrainte de temps, petit à petit, peut passer chef de projet. Donc celui qui assemble les différentes tâches, et s'il est très, très bon, qu'il a fait une très grande école et que c'est un homme, il peut passer acheteur ou vendeur de dispositifs. Voilà, donc on commence à comprendre comment c'est possible. Il y a un troisième élément qui concourt au fait que c'est possible, et ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, c'est qu'il reste beaucoup dans l'abstraction. C'est-à-dire que l'essentiel, à la fois qualitativement et quantitativement, c'est très, très frappant. Ils passent en gros leur journée devant des écrans, à manipuler des chiffres sur Excel, à faire des PowerPoint, à faire des mails, etc. Ou à être dans des réunions entre planeurs où on fait le bilan de l'avancement, de l'évaluation du dispositif. Donc on est dans des niveaux d'abstraction extrêmement élevés. Bien sûr, le cœur sur la main, ils me disent tous « j'aimerais tellement avoir le temps d'aller sur le terrain pour voir ce que ça fait concrètement ». Et en fait, il y a une épreuve concrète. À chaque fois, je leur faisais sortir l'agenda et je dis « on peut voir ce mois-ci combien d'heures vous avez été sur le terrain ». Donc on prenait l'agenda et il s'avère que c'est généralement 1 heure à 5-6 heures grand maximum. Et quand j'y allais sur le terrain, ça peut être aller déjeuner avec un directeur d'usine, pas forcément aller voir quand même l'usine elle-même. Vous voyez, donc aller sur le terrain, c'est une définition vague. Donc en réalité, ils restent dans les abstractions. Et ils y restent pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler en restant dans l'abstraction pour faire le boulot qu'ils ont à faire que d'aller se cogner au côté rêche
ambivalent, contradictoire, aléatoire du réel. Si demain vous devez faire un système d'information pour 100 000 personnes qui permet de faire remonter dans la comptabilité des données financières, si vous allez voir le détail des 100 000 situations, vous ne pourrez jamais faire votre système d'information. Vous avez intérêt à rester dans l'abstraction. On comprend bien pourquoi. Comme dirait un consultant, ne pas connaître le métier, ça permet de ne pas se perdre dans le détail, où on va beaucoup plus vite quand on ne va pas sur le terrain. C'est vrai. Voilà. Si on prend le point de vue de leur travail, parce qu'eux aussi, ils ont une pression très forte, s'ils veulent aller vite et bien dans la construction d'abstraction, ils ont intérêt à rester dans l'abstraction. Ceux qui vont trop sur le terrain, en général, ils ne restent pas planeurs, ils changent vite de métier. Ça tient pas, si vous voulez. On n'attend pas d'eux qu'ils aillent trop sur le terrain, comme on dit. Au fond, c'est quand même les cadres intermédiaires qui vont servir d'oreiller, je reprends un terme qui a été beaucoup employé, ou de tampon, entre cette abstraction des dispositifs et le réel du travail. Donc des dispositifs qu'on achète, qu'on met en place grâce à un mode d'emploi tout donné, en restant dans l'abstraction, on commence à voir comment c'est possible de le faire. Un dernier élément un peu plus étrange, c'est que ce qui m'a frappé en discutant et en réfléchissant avec eux, c'est que lorsqu'ils parlaient du travail, ces planeurs avaient, on pourrait dire, une théorie spontanée du travail qui corrobore tout ce qu'on sait dans les sciences du travail, en psycho, en ergo, en socio, etc. Donc ils vous disent, par exemple, la compétence, c'est toujours un truc collectif. Quand on change de poste, ça prend du temps pour prendre ses marques. Quand on fait des erreurs, on fait des erreurs, mais on se rattrape. Quand je travaille, je pense aussi à tout ce que j'ai à faire en dehors du boulot. Le temps dans mon boulot, ça compte pas, parce qu'en fait, parfois on va vite, parfois ça va lentement. Bon, ils vous expliquent tout ce qu'on sait sur ce que c'est travailler pour de vrai. En revanche, lorsqu'ils vous parlent du travail des gens qui vont devoir travailler avec les dispositifs, ils vous sortent de la poche une toute autre théorie du travail. Ils vous disent la compétence, c'est individuel, c'est un capital, ça peut se transporter dans un portefeuille de compétences, c'est capitalisable. Jamais ils parleraient des questions des compétences pour eux comme ça marche pas. Donc tout d'un coup, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus d'adaptation, il n'y a plus de contexte. L'erreur, pour les autres, c'est pas possible. Qualité totale. Je prends des exemples, parce qu'en fait, la liste est longue. Eux, ils vous racontent que, quand ils vous parlent de leur travail, ils vous racontent une histoire, c'est normal. L'histoire de moi tout petit, puis je voulais faire ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai pas pu faire ça, et puis finalement, je me suis retrouvée là. Ils vous racontent une histoire, comme nous tous quand on parle du travail. Mais les autres, ils n'ont pas d'histoire. Ce sont des gens sans histoire qui doivent faire des tâches. Voilà. Donc, ce qui est très frappant, c'est qu'on pourrait dire qu'ils ont deux théories du travail à portée de main. Une pour eux, qui marche bien, et puis une pour les autres qui leur permet de faire leur travail. Alors, moi je suis plutôt matérialiste, donc ce que je pense c'est que cette idéologie du travail pour les autres est plutôt une condition pour arriver à travailler. C'est-à-dire que c'est pas des idées qu'ils ont au départ, même si sans doute les écoles desquelles ils sortent tendent à favoriser cette idéologie, mais c'est pas une conviction personnelle qui ferait qu'ils travaillent comme ça. Non, c'est pour arriver à faire ce boulot, il faut arriver à avoir une autre conception du travail pour autrui. Je suis à peu près claire parce que c'est bon. Voilà, donc ils ont, on pourrait dire, deux théories du travail qui sont inconciliables, qui sont même opposées presque point à point. Voilà, donc ça permet de comprendre comment ils le font, mais ça permet pas de comprendre pourquoi ils le font tant d'heures par semaine et avec tant d'enthousiasme. Voire même, puisque au-delà de la norme de travailler beaucoup, il y a une autre norme qui caractérise ce groupe professionnel, c'est le fait qu'il faut dire qu'on s'amuse, qu'on s'éclate, qu'on trouve ça génial. C'est-à-dire qu'un planeur qui dirait, qui critiquerait ce qu'il fait ou qui se dirait malheureux, etc., ne resterait pas longtemps. Il y a une norme partagée qui est la bonne humeur et la joie de faire tout ça. Alors, ça, quand même, c'est un peu plus dur à expliquer. Et la clé m'a été donnée par un homme, dont lui, son histoire, c'est École Centrale, si je me souviens bien, qui travaille dans une entreprise d'à peu près 3500 personnes en banlieue parisienne, et c'est lui qui m'avait expliqué qu'il avait renoncé à la femme de sa vie pour son travail, etc. Et là, j'ai un peu craqué, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas, vous êtes très très bien diplômé, et vous vous vantez de travailler plus qu'un ouvrier du 19e siècle, avant la loi de 1841, qui limitait le temps de travail pour les enfants. C'est bizarre, vous êtes dominant et vous vous vantez de travailler comme quelqu'un d'exploité, en fait. Alors ça le fait rire, ça le fait sourire.
Et il me dit, oui, mais je suis pris au jeu. Alors ça m'intéressait, parce que ça avait fait écho à ce que j'avais entendu peut-être moins bien dans d'autres entretiens, et effectivement, qui serait l'hypothèse que pour ces planeurs, le travail est transformé en jeu, qu'il y aurait une dimension ludique dans leur activité. Alors quand on est sociologue du travail, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire, parce qu'il y a une longue tradition en socio du travail qui concerne plutôt le monde ouvrier, qui date des années 40 aux États-Unis, qui a été développé ensuite. Donc, le premier à avoir parlé de ça, à ma connaissance, enfin, pas le premier, mais enfin, un des textes les plus importants, c'est Donald Roy, dans les années 40, qui raconte comment des ouvriers qui font un travail épouvantable, un travail répétitif, sous contrainte, de quotas, eh bien, on fabrique entre collègues une sorte de jeu sur le travail qui leur permet de tenir. Donc là, en l'occurrence, c'est dans une industrie métallurgique, ils font vraiment un travail très répétitif, très ennuyeux, très dur, très bruyant, très salissant, etc. Et ils disent, bon allez, on va battre un record, on va exploser notre record d'équipe, ou alors on va faire la compétition entre nous, ou alors on va faire un truc qui va embêter le contremaître. Voilà. Donc Donald Roy décrit assez bien ça, comment pour tenir un travail qu'on pourrait juger insupportable vu de l'extérieur, on est capable collectivement de fabriquer une sorte de jeu sur le travail qui nous aide à tenir, c'est-à-dire à créer des temporalités, à créer des petites, des scansions dans le travail et à ne pas mourir d'ennui, comme dit Donald Roy. C'est d'ailleurs un constat qui a été vérifié après par plein d'autres sociologues, donc notamment Buravoy, qui est un autre Américain, qui dans la même usine dans les années 70 a constaté la même chose. Alors lui était marxiste, donc il a dit c'est très bien, ça rend le travail supportable, mais ça pose un petit problème, c'est que ça accélère les cadences. Parce que si on se met à faire la compétition, on accélère les cadences. Donc pour Buravoy, c'était accroître l'exploitation ouvrière, une auto-exploitation ouvrière, si vous voulez. Et en plus, ça masque l'exploitation. Et puis ça a été observé aussi par Crozier, qui n'est pas du tout marxiste, mais en France, dans des milieux plus administratifs. Ça a été observé même par Bourdieu dans les milieux académiques, quand il donne un coup de griffe aux philosophes en disant, voilà, ils manipulent les concepts, il n'y a plus aucun rapport au réel, ils sont dans un truc ludique avec le langage. Bon. Donc il y a eu plusieurs études comme ça. Donc moi j'ai entendu ça, je me dis, tiens, c'est peut-être ça en fait, ils sont peut-être dans un rapport ludique au travail. Et est-ce que j'ai le temps de développer ça ? Bon, ah non, il est 9h déjà. Il est 9h ? Ah, ok. Donc voilà, le constat, c'est qu'ils sont pris au jeu. On pourrait dire que effectivement, j'ai pas le temps de le démontrer parce que j'aimerais vous laisser la parole. Pardon, j'ai pas fait attention au temps. Il y a plein d'indices qui montrent qu'il y a un rapport ludique à leur travail. Non seulement ils partagent ce jeu-là, ils sont dans une compétition entre eux, donc le jeu au sens de game, de compétition. Mais aussi le jeu au sens de play. En anglais, vous savez, le plaisir intellectuel de manipuler des abstractions. Excusez-moi. Et enfin, quelque chose qui est très typique du jeu, c'est la capacité d'être totalement engagé dans ce qu'on fait, mais sans aucun attachement. Le propre du jeu, c'est ça. On peut faire une partie de pétanque ensemble, on va être complètement passionné par le cochonnet, etc. Mais dès qu'il fallait manger, on oublie. C'est pas grave, quoi. Et bien, eux ont exactement ce rapport au travail, c'est-à-dire qu'il y a un engagement manifeste, très très fort. Ils sont complètement pris au jeu, comme disait cet homme. Et en même temps, ils peuvent être complètement détachés, c'est-à-dire changer de fonction, d'entreprise, de pays, etc. avec une facilité étonnante. Il n'y a pas d'attachement au lieu, aux personnes, au métier, au domaine concret. Voilà, j'ai pas le temps de développer tout l'argumentaire sur le jeu parce que je serais intéressée de discuter un peu avec vous en m'excusant d'avoir mangé autant de temps, fallait me réguler. Sur le jeu, une petite remarque, le jeu ne tient, c'est le propre du jeu, parce que quand on joue, on sait qu'on joue. C'est ça, c'est très compliqué le jeu, mais c'est intéressant pour ça. Et il y a un truc qui fait qu'il y a un jeu, c'est qu'il n'y a personne qui vient vous dénoncer le jeu. Si je reprends l'exemple de la pétanque, s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui dit « mais vous êtes complètement fou de vous mettre dans cet état-là pour un cochonnet », ce qui est vrai. Mais vous voyez, ça casse complètement le jeu. Donc tous ceux qui viennent casser la règle du jeu qui a été fabriquée par les planeurs entre eux sur « en fait, on est dans une compétition entre nous pour celui qui arrivera à manipuler le plus vite des abstractions de façon élégante en inventant des mots incroyables, etc. » Celui qui vient dénoncer ça, il est jeté immédiatement parce qu'il casse le jeu. Et jeter immédiatement, c'est-à-dire qu'il abandonne la carrière de planeur, il fait autre chose. Et autre chose, ça peut aller très loin. Voilà très rapidement la synthèse de 250 pages du livre, donc je ne pouvais pas difficilement faire plus court. Et je suis à l'écoute, débattons si vous avez des questions, des remarques, des expériences de ça. Il y a peut-être des planeurs dans la salle.
Bonsoir. Une question qui me vient là. Quand vous analysez cette population, ou ce groupe, ces planeurs, est-ce que vous avez pris en compte aussi, dans ce qui fait qu'il y en a qui veulent rester dans la profession et d'autres qui veulent la quitter, est-ce qu'il y a des éléments propres à leur personnalité aussi, ou bien c'est ces facteurs-là que vous définissez qui comptent, mais qui peuvent s'appliquer à n'importe laquelle de ces personnalités, ou bien il y a des éléments plus psychologiques, je dirais, d'une certaine personnalité qui fait ça plus que les autres? C'est pas ce que j'ai cherché prioritairement. Ça, c'est mon biais sociologique, évidemment. En revanche, on peut répondre à la question en termes de trajectoire sociale. Ce qui est très, très frappant, c'est que tous ces planeurs... alors, ils peuvent être de classes sociales d'origine assez différentes, sauf tout en haut, vous l'avez compris, là, il faut être héritier. Mais ils sont tous passés par des systèmes d'apprentissage qui valorisent la manipulation d'abstraction sous contrainte de temps, notamment les prépas. Beaucoup, à peu près la moitié des planeurs ont fait des grandes écoles. Je ne sais pas si vous connaissez le système français, mais nous on a 2 systèmes, l'université, il y a plein de systèmes, mais à ces niveaux-là pour les Bac+5, soit on fait l'université, soit on fait des grandes écoles qui supposent de passer par 1 an, 2 ans ou 3 ans de classes préparatoires qui sont réellement une préparation au métier de planeur, c'est-à-dire qui apprennent à manipuler des abstractions, soit en mathématiques, soit en littérature, soit en physique, etc., sous contrainte de temps, c'est-à-dire que les étudiants sont mis sous une pression temporelle permanente. Et d'ailleurs, beaucoup de ces planeurs, ceux qui ont le plaisir, le play, dont je parlais, à manipuler ces abstractions sous contrainte de temps, vous disent « ça me rappelle la prépa », et vous le disent avec un sourire comme ça. Ils aiment, et on peut comprendre, c'est comme, ils disent, c'est comme un gigantesque sudoku, c'est comme un Rubik's Cube à 6 faces, m'a dit un autre. C'est comme, vous voyez, mais c'est le plaisir qu'on peut avoir à jouer avec son intelligence, en fait. Et donc, en termes de trajectoire sociale, ce qui est très frappant, c'est le passage et cette adhésion à cette manipulation à haut niveau. J'ai pas fait de psychologie des planeurs. Voilà, peut-être ça reste à faire. Mais c'est pas d'abord sous cet angle-là de la personnalité que j'ai voulu regarder les choses, mais plutôt comme un fait social qu'on peut expliquer effectivement sociologique. Par le système éducatif, donc. Ce serait donc un mal spécifiquement français, alors? Non, c'est plutôt des trajectoires, parce que la France offre plein de formations différentes. C'est plutôt des gens qui ont, par leur trajectoire, trouvé là des moyens à la fois sociaux et intellectuels qui leur plaisent. Voilà, qui leur plaisent. Alors, pourquoi ça leur plaît? On pourrait le psychologiser. Mais vous avez une hypothèse, je sens, monsieur. Oui. D'accord. Vous en connaissez peut-être des planeurs? Vous avez si vous posez la question, c'est que peut-être vous avez j'ai réfléchi à ça, quelque chose à apporter. C'est vrai que dans ce que je fais, dans mon travail, je prends en compte ces dimensions-là. Et donc je me posais... c'est la première fois que j'entends parler des planeurs. Et je me dis, tiens, oui, mais alors qui a décidé de recruter des planeurs d'abord? Déjà, c'est votre question aussi. D'où ça vient alors en amont, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux? C'est parce que... j'imagine... Là, j'ai une hypothèse. J'imagine que c'est parce que c'est l'informatique qui prend main sur tout, quoi. Et c'est les ERP et autres qui imposent leur logique. Et il faut bien des gens pour les configurer ou les aménager. J'imagine que c'est ça, mais c'est peut-être autre chose. Mais quant à la dimension... Oui, j'imagine qu'ils sont conditionnés par leur système d'éducation, quoi. Et puis, il y a j'imagine un mode de valorisation de ce qu'ils font aussi. Oui, là intervient le salaire, les primes et toutes ce que Madame a évoqué, qui sont les conditions matérielles. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais ils ont des très bonnes conditions matérielles de vie, financières, des bureaux très confortables, la cantine, la machine à café, la moquette épaisse, la clim. Voilà, ce qui est rarement le cas de tous les autres qui travaillent avec ces systèmes. Désolée, je peux pas répondre en termes psychiques et de personnalité, je l'ai pas étudié. Est-ce que, quand même, pour rebondir sur cette question-là, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant dans ton travail, que je connais un peu, mais c'est qu'à la fois, on a une vraie analyse sociologique qui montre que le problème, ce ne sont pas les dispositifs, c'est la production sociale des dispositifs, et c'est l'idéologie qui va sous-tendre la nécessité, rendre nécessaires ces dispositifs, l'idéologie capitalisme, managériale, peu importe. Mais il y a aussi, à travers ton livre, et tu l'as un peu souligné dans ton exposé, une vraie réflexion anthropologique, il y a un vrai enjeu anthropologique de la définition de ce qu'est un homme. Et on a vraiment l'impression qu'on est passé par
cette période qu'on pourrait décrire comme assez noire dans notre imaginaire, le taylorisme, où cet homme n'était qu'un faiseur, où il y avait cette séparation brute entre la conception et l'exécution du travail. On serait passé une période plus critique où le management reprend un peu prise sur le réel du travail, reprend en considération ce réel du travail, et on serait dans une espèce, en tout cas ce que tu décris là, nous ramènerait quasiment à une conception de l'homme très taylorienne, pour le coup, en se disant que tout ça prend place dans une société où on forme les gens. Donc, quand vous dites là où je fais l'accroche, c'est est-ce que ce sont des profils produits par des écoles de commerce spécifiques? Est-ce que c'est pas plus grave que ça? Est-ce que la société ne produit pas les planeurs et ceux qui subissent le planning, est-ce que finalement on n'est pas dans une société qui a une anthropologie qui se base sur une anthropologie sur laquelle ce découpage de nouveau a du sens, et donc on va préparer certains enfants à être efficaces dans des dispositifs, et on va préparer d'autres enfants peut-être à concevoir ces dispositifs. Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur une analyse quand même très très plus large, je veux dire, que celle de la trajectoire, ou est-ce qu'à travers cette trajectoire, il n'y a quand même pas une réflexion sur une recomposition du capitalisme ou de la société capitaliste là-dessus, autour d'une nouvelle anthropologie, quoi. Enfin, c'est pas une hypothèse neuve, hein, mais... En tout cas, il y a une conception de l'action qui est très particulière à notre siècle. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Alors, il ne faut pas me lancer là-dessus à 9h15, parce que... Mais effectivement, il y a une conception de l'action qui est très, très particulière et qui commence dès l'école, si j'ai bien compris, puisque les enfants sont notés sur leur comportement quotidiennement, il paraît. Oui. Ouais. Voilà, donc ils sont évalués, dispositifs d'évaluation, etc. Donc, on pourrait remonter, ce serait intéressant d'enquêter au-delà des organisations. C'est très intéressant, si tu parles du système éducatif, la Belgique connaît récemment une réforme de son système de formation qui a été appelé par les ministères pour concevoir ce pacte d'excellence. C'est McKinsey. Donc c'est eux. Ils ont une vision effectivement très, très hélicoptère de ce que doivent être les compétences acquises. Et les écoles reçoivent ça comme étant la norme à mettre en œuvre, comme on a eu la norme de Bologne à l'université. Je veux dire, la société se réorganise autour de cette idéologie et de ce... Alors, est-ce que c'est un retour en arrière ou voilà, mais on revient à cette conception où, dans le fond, les choses seraient mieux gérées s'il y a des concepteurs et des exécutants. Et donc, chacun doit prendre sa place, être satisfait ou se contenter de sa place et se féliciter de la place qu'il occupe, en tant que planeur abstrait qui ne sera jamais au contact du travail, ou en tant que travailleur heureux de s'engager, heureux de se donner à son travail. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que toutes les idéologies ou les utopies actuelles, en réponse à ça, ont pour point commun que ça soit un retour à une forme de coopérativisme, communautarisme, les makers, les bidouilleurs, etc. Ont tous pour point commun de se libérer en fait des dispositifs. C'est une sorte de retour, à mon avis, un petit peu naïf à l'autoproduction, quoi. Mais voilà. Parce qu'on est au 21e siècle et que les organisations sont énormes, pas uniquement pour des raisons capitalistiques, même si ça l'est au départ, mais elles sont devenues aussi énormes pour des raisons techniques. Faites rouler un TGV, faites décoller un avion, ou faites marcher une centrale nucléaire, etc., sans avoir une division du travail et une coordination justement sur des dizaines, centaines de milliers de personnes, ça va être difficile. Aujourd'hui, on ne sait pas encore faire, il faut peut-être l'inventer, mais il faut partir de là quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas tous bidouiller dans notre garage, quoi. Ça va pas marcher. J'ai l'impression aussi que de tout ce système-là, on a complètement injecté le sens du travail et l'humain n'existe plus. J'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu dans leur système. C'est peut-être très vieux, moi je ne suis pas du tout informaticienne. Comme si je jouais, je crois que c'est les Sims, où on crée sa maison, ses personnages. Ils jouent avec des choses abstraites. Il n'y a plus de sens pourquoi on fait ça. Et s'il y a quelqu'un en dessous, après, on ne sait pas. Les bénéfices, c'est pourquoi. Les chiffres, c'est pourquoi, on ne sait pas. Les bénéfices faramineux, on ne sait pas pourquoi. Il faut faire des chiffres qui n'ont plus de sens, moi, il me semble. Alors, pour eux, ça a beaucoup de sens. Sinon, ils ne le feraient pas, ils ne travailleraient pas autant.
Voilà, c'est un sens, c'est le sens du jeu, on va dire. Justement, ils fabriquent un sens à ces abstractions et à leur maniement pour rendre le travail possible, et voire même enthousiasmant. C'est le principe de la ludification. Et toutes les ambiguïtés de la transformation du travail en jeu dans ce cas-là. Mais pour eux, ça a du sens. Sinon, ceux qui n'arrivent pas à fabriquer du sens là-dedans partent, encore une fois. Il y en a beaucoup qui partent. Oui, c'est ça, il faut prendre ça au sérieux. La remarque d'Emmanuel, c'est pas irréel. Il fabrique le réel. Le réel, c'est ça. C'est Black Mirror, quoi. Pour dramatiser un peu, mais on est dans un réel qui se fabrique comme ça, sur des dispositifs, et nous enchâssons les dispositifs dans les dispositifs, et nous traversons les dispositifs toute la journée, tout au long de notre vie. Finalement, on passe d'un dispositif à un autre. Moi, je voulais intervenir avec ce que vous avez dit juste avant, par rapport aux makers, à la gouvernance libérée, donc des structures plus horizontales. Et donc, il y a un conférencier belge et aussi chercheur qui a fait donc un travail là-dessus, Frédéric Laloux, qui a sorti un livre qui s'appelle « Réinventer les organisations ». Et lui, il parle de grandes structures qu'il a visitées et qui fonctionnent de manière beaucoup plus horizontale. Donc, bien sûr qu'ils ont aussi des personnes qui ont vraiment des compétences et qui les mettent au service de la structure. Mais il y a des structures de milliers de personnes qui fonctionnent de manière plus horizontale et qui ont laissé tomber certains rôles de planification et qui sont beaucoup plus sur le terrain, qui prennent tout de suite l'information du terrain pour mettre en place des dispositifs beaucoup plus rapides. Et, voilà. Alors pour le coup, là, on est sur mon terrain, donc je te pique 2 minutes de parole. Alors, vous regarderez dans le livre de Laloux, d'abord, comment il conceptualise les choses. Il ne conceptualise pas, il décrit. Il décrit des expériences. Il n'y a pas de réflexion méta là-dessus. Et vous verrez quelle analyse il fait du pouvoir. Il n'y a pas d'analyse du pouvoir. Le pouvoir, il disparaît. Qu'est-ce qui devient le pouvoir dans une entreprise libérée ? Puis quand on a supprimé le pouvoir vertical, il devient quoi le pouvoir ? C'est une vraie problématique de ces organisations-là. Ces organisations qui peuvent être très positives dans leurs intentions. Je suis en train de m'emmêler dans mon film. Très positives dans leurs intentions, mais excessivement violentes dans leurs pratiques. Donc il y a là derrière un idéal effectivement de libération. Dans la pratique, les systèmes qui se recomposent, les systèmes de pouvoir qui s'y recomposent peuvent être très très discutables. Je ne dis pas que c'est une généralité. Je n'ai pas observé toutes les organisations, j'en ai observé quelques-unes. Ça peut être des systèmes très violents, très discutables, très hiérarchisés et autour de vieilles hiérarchies, hommes-femmes, capital culturel, pas capital culturel, capital social. Voilà, on va re-hiérarchiser de façon tout à fait implicite, donc de façon indiscutable, donc de façon dans laquelle on a de moins en moins de prise. Donc on va recomposer des systèmes de pouvoir beaucoup plus implicites et beaucoup plus violents dans certaines conditions. Voilà. L'inconvénient de ces bouquins, c'est qu'ils décrivent, mais on manque un tout petit peu de structure là derrière. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, je me demandais, donc, parce que vous avez dit, vous avez décrit, attendez, je reprends mes notes, on a cru que c'était possible que des gens pensent le travail sans le faire et que des gens fassent le travail sans le penser. Et en gros, là, vous décrivez quand même des planeurs qu'on pourrait penser comme étant les personnes qui organisent et pensent le travail. Et ce qu'on constate dans votre description, c'est que peut-être eux-mêmes sont plutôt des exécutants que des penseurs. Et donc ma question, c'est qui pense le travail ? Parce que ça devient un tout petit peu inquiétant. On peut se demander, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent le travail ? Qui maintenant l'organise et le pense ? Et ça rejoint aussi une des dernières choses que vous avez dit sur ce possible retour naïf à une certaine auto-organisation. Et comment peut-on s'emparer de cette question comme individu aussi au sein d'organisations ? Et comment peut-on, en tant qu'individu, au sein de grandes ou petites organisations, grand dans ce qui vous concerne, parce que c'est votre étude, mais tenter de penser le travail, en gros. C'est 2 questions dans une question, mais je ne sais pas si vous m'avez compris. Merci pour ces questions qui sont plus proches de mes compétences. Alors, sur la deuxième question, moi, j'ai pas parlé d'auto-organisation, parce que ça sera encore autre chose, mais plutôt d'autoproduction.
Enfin, moi, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas systématisé, mais il me semble que les grandes utopies contemporaines sont plutôt tournées vers des systèmes d'autoproduction, c'est-à-dire en gros ce qui prévalait ailleurs et avant le capitalisme, enfin dans les pays non capitalistes aujourd'hui, peut-être ce dont parle Madame, et en tout cas avant le capitalisme, qui était caractérisé par une très forte autoproduction. C'est-à-dire en gros, collectivement, on fabriquait dans des espaces locaux assez restreints son habitat, son logement, son chauffage, sa nourriture, son éducation, sa santé, plus ou moins bien d'ailleurs, mais enfin c'était beaucoup dans l'autoproduction. Ce qu'invente le capitalisme, c'est, comme l'a dit Durkheim, c'est la division du travail. C'est-à-dire avec la division du travail, on ne consomme, là je cite Gors, on ne consomme plus rien de ce qu'on produit, on ne produit plus rien de ce qu'on consomme. Voilà. Si je travaille dans cette entreprise qui fait de l'eau, je passe pas ma journée à boire des bouteilles d'eau, donc je consomme pas tout ce que je produis et je produis pas ce que je consomme, parce que comme je fais que de l'eau, il faut aussi que j'achète du pain, etc. Donc ça c'est à 150 ans, c'est tout à fait récent. Et effectivement, il me semble qu'il y a un nouvel univers utopique qui est celui du retour à l'autoproduction. C'est le faire soi-même, dans la lignée Crawford, machin, etc., qui est parfois une éloge de l'artisanat un petit peu gênant, parce que quand on lit les historiens de l'artisanat ou même les sociologues de l'artisanat, c'est pas tout rose l'artisanat non plus, hein. C'est pas un paradis perdu. Donc voilà, moi, c'était juste incidemment de dire qu'il me semble que les nouvelles utopies sont sur l'autoproduction, qui peut croiser une vieille utopie, beaucoup plus vieille, qui est celle de l'auto-organisation, c'est-à-dire de l'horizontalité des relations. Alors, si on veut se libérer de la verticalité, il faut ce qu'on disait tout à l'heure aussi, dans Entreprise libérée, pour moi, il manque l'essentiel dans la phrase. Se libérer de quoi ? De la contrainte qu'impose la logique capitaliste, c'est-à-dire la contrainte de productivité, de développement des marchés, ou est-ce qu'on se libère des chefs ? Donc ça, c'est une façon de licencier des cadres le cœur sur la main, hein, c'est très très pratique pour alléger la masse salariale. Ou est-ce qu'on se libère du chef extérieur pour mieux l'intérioriser, devenir soi-même son propre chef, ce qui n'est pas plus simple sur le plan psychologique. Voilà, moi je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais il me semble que ça en soulève en tout cas beaucoup. Et je suis un peu comme John, je suis curieuse de voir ce que les études empiriques un peu plus variées que celles dont nous disposons aujourd'hui, et je crois qu'il y en a en cours, nous permettront de penser de cette question. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc je vous incite à les inviter. Et votre première question, du coup, m'a échappé, qui était... Ah oui, qui pense le travail. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que quand on lit... Donc, les vendeurs de dispositifs sont essentiellement des consultants, des cabinets qui formalisent, d'un point de vue aussi marketing, ces dispositifs. Ce qui est très frappant quand on lit ce qu'ils produisent, les manuels qu'ils produisent, etc., c'est qu'il n'y a pas de travail. Pour aller vite, on pourrait dire que dans le champ de la gestion, c'est très très rare de tomber sur le mot travail. Pourtant, on pourrait dire l'art de manager, l'art de la gestion, c'est l'art d'encadrer le travail, n'est-ce pas ? Non, vous avez plein de mots, mais rarement le mot travail. Ça commence un tout petit peu. Il y a une mode de retour de parler de travail en gestion depuis 4-5 ans. Mais sinon, massivement, la gestion parle de masse salariale, d'absentéisme, de turnover, de motivation, de coût du travail, d'activité. Il ne parle pas de travail. Et au fond, ces dispositifs organisent peu le travail, ils le cadrent. Ils disent qu'il faut atteindre tel objectif en passant par tel chemin. Mais ils ne s'intéressent pas à ce que les ergonomes et d'autres appellent le travail réel, à tout ce que ça demande pour arriver à faire ça. Voilà. Ce qui pour nous est le plus important, c'est ce moment d'élaboration où on construit du sens et notre santé dans l'action. Ça, effectivement, c'est absent du discours des concepteurs de dispositifs. Ils ne pensent pas le travail, ils pensent, ou plus précisément, là je vais reprendre une vieille dichotomie des économistes du XVIIIe siècle et surtout du XIXe, mais ils pensent le travail abstrait, pas le travail concret. Voilà. C'est-à-dire qu'ils pensent la productivité, la rentabilité, la production du travail, mais pas le travail en tant que moment si cher et si important pour nous, êtres humains, qui est d'y passer 1 heure, 2 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour à faire quelque chose. Ça, c'est un impensé, effectivement. Moi, c'était une toute petite question, mais je me demandais juste, est-ce que dans votre recherche, vous avez pu avoir des chiffres sur le taux de burn-out aussi de ces planeurs ? Ouais.
Alors, quand on leur pose la question quel est pour vous le plus grand risque professionnel, la première chose qu'ils répondent, c'est sens et souffrance au travail. Donc, ils sont très très clairement inquiets et concernés par ça. Généralement, ils partent avant le burn-out, quand ils peuvent partir, parce que ce que j'ai pas eu le temps de développer aussi, il y avait une question là-dessus, c'est que c'est difficile à partir d'un certain âge de quitter la carrière de planeur pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait rien faire d'autre. Voilà, on n'a pas de métier autre que se connaître que des méthodes, et qu'on s'est habitué à un bon niveau de vie qui fait que c'est difficile de faire complètement autre chose. Voilà. Enfin, c'est eux qui expliquent ça. Ils disent maintenant j'ai le crédit, la maison, les enfants, les machins. Je peux pas ne pas être cadre, et en grand cadre, je ne sais rien faire d'autre que ce type de méthode. Donc c'est un peu enfermant. Mais effectivement, il y a une grande sensibilité aux questions de surcharge, de pathologie de surcharge. D'ennui chez les plus jeunes et de surcharge chez notamment les chefs de projet, ceux qui sont entre les deux. Chez les autres, ça va plutôt bien, au dernier niveau. Il n'y a pas ces soucis-là. Voilà. J'ai pas de statistiques, non. Bon, après, le burn-out, faudrait voir... c'est difficile de trouver des statistiques sur le burn-out parce que c'est pas une catégorie nosographique très, très bien identifiée dans les statistiques, justement. On n'est pas... à très peu d'absentéisme. Très peu d'absentéisme. Ouais. Oui, ils ont une éthique du travail extrêmement importante. Ok, merci. Ouais, merci. Votre étude et le constat, ce que vous nous racontez ici, c'est un constat très critique d'une énigme non résolue, et on ne comprend pas pourquoi l'un se développe alors qu'il ne devrait pas. Mais alors, votre espoir en travaillant là-dessus, c'est que qui ou quoi décide de faire autrement? Alors, certainement pas une personne. Là, je pense que ça serait le pire des cas. Non, alors, autre groupe social. Au fond, là, c'est la question traditionnelle là, quand on présente des études sociologiques, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire, voilà, qui est une bonne question. Question à laquelle moi je résiste doublement, c'est-à-dire que je suis démocrate, donc je crois qu'il faut surtout pas attendre des sociologues ni même des autres qu'il y ait une personne qui vous donne la solution. Je pense que plus modestement, on peut essayer de décrire des faits sociaux et que ça fabrique du dialogue, ce qui est un peu le but de ces associations, si j'ai bien compris. La solution, elle est collective, forcément, elle est démocratique pour moi, elle est certainement pas... faut pas l'attendre d'un planeur, si vous voulez. Faut pas l'attendre de quelqu'un qui va vous donner le bon dispositif pour se libérer des dispositifs, parce que là, on s'en sort plus. Voilà. Donc, je dirais techniquement et d'un point de vue politique, je pense que, en tout cas, moi, je ne donnerai pas de conseils et je vais pas vous dire ce qu'il faut espérer et comment. J'espère juste, beaucoup plus modestement par ces petites recherches, équiper un peu la pensée collective pour qu'on en parle et que ça c'est nous qui produisons le social. Hein, donc voilà, moi je sais pas ce que sera l'avenir et je veux surtout pas donner une ligne droite qui consisterait à dire l'avenir c'est ça, quoi, parce que je contredirais tout ce que j'ai fait avant. C'est pas possible. Tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Faut pas attendre des planeurs qui nous sauvent de là. Voilà. Et d'une certaine manière, un sociologue, c'est aussi un peu un planeur. C'est quelqu'un qui va vous dire ça sans connaître votre situation à vous, votre réel à vous. Donc, ça part des situations réelles, les changements sociaux. Donc, vous comprenez le parallèle que je fais entre le mot d'ordre politique et le risque d'abstraction quand on vous dit il faut aller par là, tous par là, quoi. Ça me semble... Enfin, moi, c'est une conviction peut-être plus citoyenne, mais je résiste beaucoup à faire ça. Après, moi, j'ai mes opinions et mes engagements, mais je n'ai pas à vous les asséner, quoi. Je pense que c'est pas le lieu. Peut-être. Ça peut aider. Merci à tous pour votre attention. Merci à toi, Marianne, pour ce déplacement et pour cette conférence qui est toujours très stimulante et très intéressante. Je pense que si on ne sort pas avec... Enfin, c'est peut-être aussi le rôle du sociologue. On ne sort peut-être pas avec toutes les réponses, mais on sort avec des questions. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que ça nous met au travail, chacun peut-être au niveau où nous sommes, dans nos entreprises, dans nos organisations. On repart en se disant, tiens, peut-être que les choses mérite d'être déplié, et ça, tu le fais bien. Tu as bien incarné ce management désincarné. Hein, tu l'as bien réincarné pour nous. Tu nous as montré que ça existait. On ne savait pas nécessairement que ça existait. On n'avait pas nécessairement mis un nom dessus. Et tu nous as bien mis en interrogation, alors en frustration aussi. Hein, du coup, on s'interroge sur l'après, sur le comment. Mais je pense que c'est d'une bonne frustration. C'est une bonne fin. C'est l'appétit. Voilà, l'appétit de connaissance. Ravi de laisser à désirer. Voilà, exactement.
Merci à vous tous pour votre participation. Et bonne soirée. Il y a un bar et il y a des livres qui permettent aussi de poursuivre le plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous.